normalement, nous devons faire un live lecture. Donc si vous n'avez pas l'habitude de la chaîne, ici tous les jeudis, normalement vers 17h, on fait un live lecture de sciences sociales ou visionnage de documentaires sur un sujet que j'ai choisi. En général, je choisis ça toute seule parce que c'est des trucs que j'ai envie de lire pour moi et je me dis ça pourrait être cool de partager avec les gens. Enfin bon, voilà. C'est des sujets qui, moi, m'intéressent et que je décide de vous partager. Et donc, en ce moment, on fait des lectures sur la sociologie du foot. Donc, moi, j'adore la sociologie du sport. Je trouve ça hyper intéressant de comprendre comment est-ce que le sport est devenu un métier, en fait. Comment est-ce que des gens deviennent professionnels dans le monde du sport. Et là, oui, j'ai un overlay pour les live lectures avec une bibliothèque derrière. D'ailleurs, le bouquin de Frédéric Razera que j'ai dans la main là, il est dans la bibliothèque. Donc, en fait, si vous êtes capable de reconnaître les couvertures des bouquins, il y a des spoilers, des fois, sur les bouquins en avance. Il est dans la bibliothèque, dans l'overlay de la bibliothèque, ouais. La bibliothèque de l'overlay, enfin bref, vous avez compris. Il est là, ouais, en haut. J'ai plus vu un live lecture depuis que je fais plus de télétravail le jeudi. Ouais, le problème c'est que 17h c'est peut-être un peu tôt. Et oui, j'ai un très gros cerveau. Il y a moyen d'avoir la biblio. Je crois pas que je puisse... Il faudrait que je vois. Faudrait que je vois si j'ai le fichier que je peux zoomer pour vous l'envoyer. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Après, il y a des bouquins qui sont des références pour moi et que je ne lirai jamais en live. J'avais déjà capté que la semaine dernière qu'il y avait des couvertures des livres. Eh oui. Ah non, la semaine dernière, t'as capté qu'il y avait les couvertures. À ce moment-là, ok. Alors, du coup, le bouquin de Frédéric Razera, si vous n'étiez pas là les dernières fois, c'est un sociologue, Frédéric Razera, qui a passé à peu près 10 ans dans un club de Ligue 2. Un club en bas de la Ligue 2. Et il regarde les conditions de travail des footballeurs qui sont professionnels dans ce club de Ligue 2. Et donc, on avait parlé des sponsoring, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, avec ma coprésidente, co-représentante, on a signé un gros chèque de sponsoring pour notre club de roller derby. Donc, autant vous dire que maintenant, je suis calée. La distinction, normalement, il est dans... La distinction, il est juste à côté de Razera, là. Il est là, en haut. Ici. Il y a la distinction de Pierre Bourdieu, ouais. GG pour le chèque. Eh oui, eh oui. Figurez-vous que vraiment j'ai signé le chèque, j'ai bu un jus d'abricot parce que je bois plus d'alcool là au bar et j'ai été acheter une salade avant le stream, hein, voilà, et ça a été ça. Ça a été ça ma soirée de 17h à 21h avant de lancer le live. Et donc là justement en parlant de salade, parce que j'ai une hygiène de vie absolument extrêmement clean en ce moment, eh bien on va lire un chapitre sur l'hygiène de vie des footballeurs professionnels, parce qu'en fait, leurs entraîneurs, leurs coachs leur demandent d'avoir une hygiène de vie irréprochable, évidemment, pour être de bons travailleurs. Donc on va parler de ça aujourd'hui, et je vais enlever mon pull et m'attacher les cheveux, parce que quand je lis, j'ai chaud. Cet intellectuel qui montre sa bibliothèque pour montrer tous les livres qu'on a lus. Exactement, c'est mon capital culturel que j'étale là. Sans vergogne. Salut Caco un pote, ton émission sur Arte c'était top. Je suis trop contente. Est-ce que j'attache mes cheveux? Non. Je pense qu'enlever le pull suffira. Je suis trop contente des retours. Des retours sur l'émission. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir parce que vous avez pris le temps d'écrire. Des fois, tout juste après l'émission, les gens, ils ont écrit sur les réseaux sociaux. C'est très gentil d'avoir pris le temps. Trop bon le jus d'abricot. J'ai bu du maté et un jus d'abricot, ouais. Elle se distingue en montrant la distinction. Quel tour de force. Je reviens de la fiterie, nickel. Culpabilisation incoming. Non mais vous savez, ce midi, j'ai mangé un truc à base de patates et de gras. C'était vraiment dégueulasse. Du coup, c'est pour ça là que j'ai pris une salade, parce que je me suis dit... Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. J'ai pas mangé de légumes verts depuis trop longtemps, parce que j'ai pas été faire les courses, parce que j'ai pas eu le temps de faire des courses, parce que j'ai enchaîné réunion sur réunion. Voilà, donc du coup, j'ai mangé vraiment des trucs, des pâtes, des merdes. Et donc, j'avais pas mangé de légumes depuis un moment, de vrais légumes. Donc, alors que normalement, c'est 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, je suis un peu à la ramasse là. Donc, c'est pour ça. Merci, Docteur La Main Verte, pour le Prime. Merci. Merci, Docteur La Main Verte. Bienvenue à toi, du coup. Un truc de base de patates et de gras maudit à propos des frites. Oui, ça, c'est un peu ça. Mais en fait, si vous voulez... moi, je mange beaucoup de fruits et légumes normalement. Mais là, j'ai pas eu le temps de faire les courses. Et du coup, j'ai eu vraiment le moment de panique avant le stream en me disant, je vais rien pouvoir manger d'autre que des pâtes.
Et il faut que je mange du verre. Et donc j'ai acheté une salade, ce que je fais normalement jamais. Et C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Mais là, c'était la dèche, quoi. Merci Shedine pour les 50 mois de soutien. Hello. Hello. Merci beaucoup Shedine. Donc voilà, donc on va lire sur l'hygiène de vie des footballeurs. Et ça va être... Alors je sais pas si on va lire le chapitre en entier. En général, les bouquins de sciences sociales, il faut pas hésiter à, si vous intéresse vraiment, les prendre de votre côté. Parce que je lis jamais les bouquins de A à Z. Moi, les livres de sciences sociales, je les prends comme des outils, en fait. Et donc, je lis ce qui m'intéresse. Et comme ça, ça permet un peu de désacraliser le rapport au livre, parce que les gens, ils ont un peu du mal aussi, parce qu'ils se disent « Waouh, il faut tout lire de A à Z, tout comprendre et tout. » Non, c'est pas grave, en fait. C'est avant tout un outil de travail. 672 pages, c'est long en stream. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Les frites, c'est plus healthy que la raclette. Ouais, voilà, exactement. Typiquement, oui. Des bisous, Sheddin. Merci encore. 50 mois, putain. 50 mois. Donc, l'hygiène de vie, quand le travail empiète sur la vie privée. Au sein du collectif de travail, le joueur qui se retrouve de manière récurrente sur la liste des blessés acquiert généralement une réputation négative. Non, mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Merci Redfish. Vous êtes trop gentil là. Encore un nouveau sub, une nouvelle personne. Merci beaucoup. Merci Redfish, j'espère que tu vas bien et bienvenue à toi du coup. Tu deviens un camarade raton ou une camarade raton. Bienvenue. Et donc voilà, donc quand tu es sur la liste des blessés, dans les joueurs pros, t'as une mauvaise réputation. Donc la réputation d'un sportif a la condition physique trop fragile. Super quand tes collègues te considèrent comme un fragile là, ça va être bien pratique. Bien pratique pour créer un esprit d'équipe. Là on en avait déjà parlé dans les live lectures sur le foot, vous étiez peut-être pas là mais justement que c'est très dur dans un sport où c'est individuel en fait, les carrières sont individuelles, t'as des agents qui négocient et chaque footballeur est payé différemment en fonction de sa place sur le marché du travail du football. Donc du coup c'est ultra individualisé. Mais en même temps, c'est un sport d'équipe et il faut faire vivre un collectif. Alors qu'il y a des tensions parfois dans ce collectif. Et voilà. Donc c'est assez compliqué ce travail-là qui est réalisé par les équipes encadrantes. Voilà, donc on s'est retrouvés à parler de ça. Donc là voilà, les mauvaises réputations quand on est régulièrement blessé. Lorsqu'un tel cas se présente, il est fréquent d'entendre les membres du staff technique et médical spéculer sur les éventuelles origines d'une telle fragilité. Parmi l'ensemble des hypothèses explicatives qui reviennent communément, celle renvoyant à ce que l'on désigne dans le milieu sous le terme englobant d'hygiène de vie tient une place de premier plan. Donc en gros, quand les gens sont blessés, il faut qu'on trouve... Il y a des hypothèses qui sont faites sur pourquoi est-ce que les gens se blessent si facilement, quand c'est quelqu'un à qui ça arrive de manière régulière. Et du coup, la faute est rejetée sur leur hygiène de vie. Genre, oui, mais il doit vivre n'importe comment. L'hygiène de vie renvoie à la vie privée. Cette expression renvoie à la vie privée, laquelle serait en l'occurrence peu adaptée aux exigences du sport de haut niveau et pourrait être la cause de ces arrêts de travail à répétition. Chaud. Oh oui, je vais me faire de l'argent. Merci, merci Simiko. Les Big Mac de Gignac, quel enfer. Oh, quel enfer en vrai. Merci beaucoup Simiko pour les 10 subs offerts à toutes les nouvelles personnes, c'est très gentil. Simiko qui accueille les nouveaux et nouvelles. Les nouvellos. Incroyable. Et vous avez vu comment je suis corpo? Regardez ce que je porte. Vous voyez pas bien. Je pense que... Attendez. Si je fais ça... J'ai mis un t-shirt de sport. C'est un t-shirt... Oh là là, en plus je suis en jean. Hein. Je suis bien habillée aujourd'hui, hein. J'ai fait un effort. C'est le t-shirt de l'équipe des arbitres de Marseille. De roller derby. Vous voyez? C'est un poisson qui siffle. Les abos largués par avion. De ouf. 10 avions canadaires là, hop. Je pense qu'il y a un intérêt économique pour le club. Si tu dis que ton joueur se blesse naturellement, plus facilement, il perdra de la valeur. Alors que si tu dis que c'est son hygiène de vie, ça dépendra de lui. C'est ça dépend de lui, de sa volonté de travail, c'est quelque chose qu'on peut corriger. Alors que si c'est un problème de santé durable, là d'un coup, effectivement, il perd de la valeur. Il y a le chat qui vient gueuler. Merci encore Simnico. Ok. Dans ce cas particulier, alors l'expression renvoie à la vie privée, donc on avait dit hein, l'hygiène de vie. Et donc, on part du principe qu'une mauvaise hygiène de vie explique les arrêts de travail à répétition. Dans ce cas particulier d'encadrant qui interroge les éventuels liens entre la vie privée d'un footballeur et sa condition physique, on touche en réalité à quelque chose de plus général. La vie privée des joueurs du groupe professionnel est au centre d'enjeux de domination. Donc les enjeux de domination, vous allez voir, c'est un peu flippant. C'est genre littéralement tes patrons, donc tes encadrants, qui vont surveiller ce que tu fais en dehors du travail. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de boulots
Ou en tout cas qui est pas forcément évident dans tous les métiers. Mando, tu vas arrêter de vouloir manger ma salade, s'il te plaît. Je vais la fermer. Ouais, mais j'ai des baguettes avec. Il veut bouffer ma salade, mon chat. Il est en train d'essayer d'ouvrir la boîte. Donc je vais le tège. Mais oui. Il n'y a pas beaucoup de boulot comme ça. Je sais pas si vous avez des exemples de boulot où en fait votre patron vous poursuit chez vous pour vérifier comment vous vivez. Pour que ça soit ok en fait, pour être sûr que vous allez bien faire votre travail ensuite. Typiquement, mannequinat quoi. On vérifie ton corps, ce que tu manges, comment tu te comportes. Les profs, ah si tu fais tes devoirs. Mais en fait c'est dans beaucoup de boulot qui implique le corps. Un rapport au corps. Et tu capitalises sur... Enfin ton outil de travail c'est ton corps. Je suis mannequin de cul. Qu'est-ce qu'il y a Mando? Viens là. Au lieu de gueuler. Influenceur? Influenceur, non. Oui. Vraiment le gros bébé, quoi. Influenceur, non, pas vraiment influenceur. Moi, on surveille pas ce que je fais le reste du temps. Par contre, on surveille ce à quoi je ressemble parfois, ouais, quand je travaille pour des marques. Oh, d'ailleurs, oh là là, j'ai oublié de vous le dire. Vous avez, s'il y a des gens qui sont précaires dans le chat, après c'est pas le live où il y a le plus de précaires en général, ce créneau-là, mais bon... S'il y a des personnes qui sont pas diplômées, qui ont entre 18 et 25 ans et qui veulent travailler dans l'industrie du jeu vidéo, ou en tout cas qui seraient intéressées par avoir une expérience dans l'industrie du jeu vidéo, n'hésitez pas à aller voir le tweet que j'ai fait, qui est en fait pour mettre en avant l'initiative d'une association qui s'appelle Horizon Jeux Vidéo. C'est une association qui essaye justement de rendre accessible l'industrie du jeu vidéo pour des personnes marginalisées. Donc là, en l'occurrence, des jeunes qui ont le bac ou moins, qui sont... sans formation et qui ont envie de travailler dans l'industrie jeux vidéo. C'est une formation gratuite, ce n'est pas une arnaque. Oui, c'est à Paris, mais ils veulent faire des initiatives aussi à Lyon, donc n'hésitez pas à les suivre au cas où. Mais voilà. Faites-lui confiance, elle était passionnée et maintenant elle a trouvé sa place. Oh, le slogan et la vidéo, ça a été un calvaire à tourner, je vous en avais déjà parlé. En fait, ça me saoule parce que c'est une super initiative de se dire que des jeunes marginalisés puissent essayer de trouver leur place comme ça dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit une formation gratuite de 7 mois avec un véritable accompagnement où tu peux devenir testeur, testeuse de jeux vidéo après, avec un stage en entreprise, un accompagnement et tout qui est assez fort. Je trouve que c'est une très bonne initiative, mais malheureusement, ils nous ont demandé pour promouvoir l'initiative de tourner des vidéos. Et en fait, le texte était tellement cliché que j'ai eu du mal à ne pas grincer les dents. Et donc ça a été dur. Et j'ai fait 3 versions. Et ils ont gardé la dernière version où j'ai l'air le plus morte à l'intérieur parce que j'en pouvais plus. J'ai un pote qui a ni brevet ni le bac, c'est vraiment dur pour lui de trouver quoi que ce soit. C'est cool les initiatives comme celle-là. Ouais, c'est hyper important. Et puis dans l'industrie du jeu vidéo, il manque vraiment beaucoup de monde et de profils divers, donc c'est hyper important. Mais oui, ça faisait très corpo. Et alors voilà, c'est une initiative associative. Hein. C'est une initiative associative. Donc vraiment, je vous encourage à partager si vous avez des gens qui correspondent à ce profil-là et ou que vous connaissez des gens qui connaissent des gens qui peuvent... Voilà. Il y a très peu de temps pour postuler. Ça se termine samedi. Hein. Donc là, c'est vraiment... c'est rush. Voilà, c'est compliqué. Mais n'hésitez vraiment pas. Et voilà, courage, soutine. Et puis pour les gens de YouTube qui regardent ça, bah, j'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme ça que je vous partagerai. Voilà. Mais là, j'ai été payée pour le partager et pour tourner la vidéo. Mais voilà. Je comprends pas pourquoi ils voulaient que tu prennes une voix intimiste. C'est pas vraiment le cas pour les autres. Parce que je suis une meuf. C'est les boîtes de com. Hein. Là, c'est pas la faute... Moi, je n'ai pas l'impression que c'est la faute de l'association qui avait juste envie de promouvoir... son initiative. Je pense qu'ils sont passés par une boîte de com qui a dit on a besoin de tel profil, est-ce que vous en avez? Et qui se sont dit la meuf là, parce qu'il nous faut une meuf pour avoir l'air accessible et divers. Donc la meuf là, est-ce qu'elle peut avoir l'air intimiste? Celui qui s'en est le mieux sorti, c'est Benza. Il est ultra naturel et je me dis que tu vois qu'il a l'habitude de tourner des petites scènes pour sa chaîne YouTube et de faire des petits courts-métrages et tout. Oui, la caution apaisante. Surtout que bon, c'est mal me connaître. En fait, c'est ce que j'ai dit à mon agent. Hein. Je lui ai dit, c'est mal me connaître. Moi, je suis pas actrice en fait, donc je suis moi-même. Si ça leur plaît pas, c'est pareil. Ils ont qu'à trouver quelqu'un d'autre en moins d'une semaine, c'est pas mon souci. Je leur ai dit, je retourne une dernière version, ok? C'est la 3e, c'est la dernière. Si ça leur va pas, juste, ils ne me veulent pas moi en fait. Ils veulent juste une meuf. Donc ils trouvent une meuf sympa et souriante, ça va, mais bon.
Mais bon, voilà. Donc en fait, c'est le problème, c'est que c'était super initiative. Mais les demandes pour la vidéo, c'était lunaire, quoi. Donc, bon. Mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à suivre l'association Horizon Jeux Vidéo pour voir s'il y a d'autres initiatives comme ça qui vont naître et tout. C'est sous le tweet, encore une fois. Et comme ça, vous verrez s'il y a des choses intéressantes. Et voilà. Oh, objectif de boost accompli, on me dit. Twitch me dit 100% accompli. Je suis promu 1500 fois. Incroyable. C'est validé. J'apparais dans les recommandations des gens. Merci beaucoup. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Merci Simiko pour le sub offert à Clément Div, c'est très gentil. Merci pour la solidarité avec les mous. Benza, il a l'habitude de mettre une petite sponsor au début de ses vidéos. Mais moi, j'ai l'habitude de faire des tournages, en fait, et d'être face caméra et de dire des trucs. Mais là, les phrases étaient tellement clichés. Avant, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme si. Tu vois, genre, c'est abusé, en fait. Et le slogan à la fin, c'est pareil. C'est des trucs qui sont publicitaires. Et qui ne collent pas la ligne de ce que tu vois sur internet. Faire des sponsors, j'ai l'habitude de faire des sponsors, mais là voilà. Après, je suis très contente, vraiment très contente que ma première sponsor qui soit liée que aux réseaux sociaux, parce que j'ai pas l'obligation de vous en parler en stream en fait, c'est moi qui choisis de vous en parler parce que je trouve ça important et on sait jamais s'il y a des précaires dans le chat qui veulent essayer de trouver quelque chose. Mais effectivement, donc moi je suis très contente de me dire que ma première sponsor sur les réseaux sociaux, c'est une sponsor pour promouvoir une initiative associative comme celle-là. Malgré la forme qu'elle a, qui est un peu... En fait, le problème, c'est que la forme, tu sais pas que c'est une formation gratuite. On dit... En fait, on dirait qu'on a envie de mettre des étoiles dans les jeux, de genre, l'industrie du jeu vidéo, ça fait rêver. Quelqu'un qui a envie de bosser dans l'industrie du jeu vidéo, ça le fait déjà rêver. Il a pas besoin de voir nos parcours en mode, waouh, vous mettez des étoiles dans les yeux. Souvent, qu'ils savent même pas qui on est, donc voilà. Donc en fait, s'ils nous avaient pris pour nous, qu'on dise, bah en fait, moi... à ta place, quoi. J'aurais eu 18 ans. J'aurais trop aimé avoir une formation gratuite pour mettre un pied dans l'industrie du jeu vidéo parce que ça fait 10 ans que je fais ce taf et que c'était la galère et que j'ai réussi à en vivre que 7 ans après le début. Voilà, tu vois, ça c'est un vrai truc. Ça peut durer 20 secondes. Hein. Et c'est naturel et c'est vrai en fait. Et voilà. Et t'as pas besoin de dire moi et d'avoir un slogan publicitaire. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que c'est que mon avis. Mais du coup, voilà. Et donc la forme est pas ouf, mais l'initiative est bonne. Des bisous Ténérette. Voilà. Sur ce, j'ai fini ma parenthèse. Mais on parlera des agences de com plus tard. Mais je sais pas s'ils en parlent dans le bouquin des footeux qui doivent faire de la pub aussi. Mais je pense pas parce qu'en Ligue 2, ils doivent beaucoup moins en faire que les contrats que tu peux avoir en Ligue 1 et compagnie, quoi. Donc... au nom de la réussite du club, les footballeurs se voient en effet imposer par leur hiérarchie des prescriptions visant le contrôle de leur mode de vie. Ils sont tenus d'avoir une hygiène de vie irréprochable, adaptée aux nécessités du sport de haut niveau. Si de telles contraintes professionnelles qui empiètent sur la vie privée peuvent surprendre l'observateur extérieur, armé de connaissances classiques en matière du droit du travail, elles sont en revanche banalisées pour les footballeurs, qui sont même attentifs à les respecter pour assurer leur propre réussite sportive et professionnelle. Non, c'est anonymisé, on sait pas quel club de Ligue 2 c'est. Mais là, vous voyez, ça c'est un truc qui est intéressant, c'est que effectivement, je vous demandais dans quel boulot est-ce qu'on contrôle aussi ta vie privée et ton hygiène de vie. En vrai, dans très peu de boulots, et dans la plupart des jobs, ça serait mal vu que ton patron surveille ce que tu fais sur ton temps libre. Et là, ils considèrent ça comme normal parce que c'est pour gagner des matchs, et c'est pour la compétition, et c'est pour leur carrière. Donc du coup, eux, ils trouvent pas ça bizarre. Alors qu'effectivement, en termes du droit du travail, je pense que c'est un peu dans une zone de flou, quoi. En tout cas, c'est un club de Ligue 2 qui est en bas du classement de la Ligue 2. Cette importance accordée à l'hygiène de vie au sein de cet univers professionnel est à l'origine d'un processus de promotion d'un modèle familial traditionnel. J'espère que vous êtes prêts, les hétéros du chat. C'est littéralement ça. C'est genre famille conservatrice, quoi. Donc, on te demande pas juste, parce qu'on pourrait se dire, ça s'arrête à te demander de manger correctement, de pas trop boire d'alcool, de pas fumer, de pas sortir tard, avant le travail, enfin voilà. Mais non, ce n'est pas que ça. On surveille aussi ta vie de famille dans le football. Ça serait mal vu que ton employeur t'interdit sur tes vacances des sports dangereux, par exemple, genre le parachute. Oui, c'est vrai, ils ont pas le droit de faire certaines choses. Encore une fois, je pense que c'est parce que vraiment leur force de travail, c'est leur corps. Et du coup, il faut absolument qu'ils surveillent leur corps. Mais là où tu vois que c'est insidieux, c'est que c'est pas juste le corps. Là, quand on te demande d'avoir une vie de famille stable, au secours.
Giroud, l'entraîneur d'Auxerre, payait des gens du péage pour qu'ils lui disent s'ils voyaient un joueur se rendre à Paris en voiture sur son temps de repos. Waouh. Donc voilà, donc promotion d'un modèle familial traditionnel. Contre les risques qui sont symboliquement associés à la période de la jeunesse, on valorise l'entrée précoce dans une vie de famille qui est perçue comme l'un des vecteurs de canalisation des conduites. Et on renvoie les femmes au rôle de soutien de leur conjoint. Tout cela au nom de la compétition sportive. Donc voilà, donc là, ce que je vais vous lire ce soir, ça s'appelle « Contrôler la vie privée au nom de l'optimisation de la force de travail ». Est-ce que ça vous vend pas du rêve, ça? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des patrons là dans le chat qui se disent « Bah moi, j'envisage de faire ça pour ma boîte, même si je travaillais pas dans le sport ». Moi, je suis sûre que là, on voit ça pour le foot, mais à un moment, il y en a qui vont avoir l'idée de faire ça pour que leurs travailleurs soient plus productifs en règle générale, quoi. Le foot a été longtemps considéré comme une exception, grosse affaire dans les années 90 avec l'arrêt Bosman où les footballeurs sont considérés pour la première fois comme relevant du droit du travail. Oui, ça avait changé pas mal de choses, on en avait parlé un peu. Les viewers m'en avaient parlé quand on avait lu l'introduction du bouquin. S'il y a des patrons dans le chat, elles se sont paumées. Moi, techniquement, j'ai une entreprise, hein. Je m'exploite moi-même. Envie de reprendre mon abonnement à Basic Fit. Let's go! Soulever des trucs. En 2 secondes, t'as ouvert une porte, le foot, c'est surveiller et punir. Mais oui, c'est ouf, hein. Contrôler la vie des ouvriers, ça a déjà été fait. Dans les company town. Oui, c'est ce que dit From Touch en haut. C'était fort au début des années 1900. Mais du coup, est-ce qu'on tendrait pas à revenir à des trucs comme ça aussi? Vous savez, là, quand il y a eu le Covid avec le télétravail, il y a plein d'employeurs qui étaient en mode « Ouais, le télétravail, c'est sympa, mais quand même, c'est mieux si les gens sont sur place pour les surveiller. » Faire des after-work, des trucs comme ça, c'est peut-être pas aussi un moyen de contrôler les liens que tu crées à l'intérieur de la boîte et les fréquentations, comment tu peux te comporter. Et puis tout le truc aussi qu'il y a dans les boîtes comme Google, en mode tu peux dormir sur place, te reposer, t'as le divertissement, t'as des salles pour faire des jeux, etc. Ce genre de choses, ça ne m'étonnerait pas que des startups le fassent dans la tech. Voilà, bah c'est littéralement ce à quoi j'étais en train de penser là, ouais. Ouais. J'ai fait une formation d'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. C'est typiquement le genre de patron que l'on pourrait retrouver dans le chat. Bah oui, exactement. Oui. C'est exactement la thèse de Lordon dans Désir, Capital, Désir et Servitude. J'ai pas lu Lordon. Il y a un film sur ça, The Circle. Ah ouais? Incroyable. Donc, les footballeurs du groupe professionnel sont confrontés à des prescriptions écrites et orales qui leur intiment de tout mettre en œuvre dans leur vie privée pour optimiser leur force de travail. Contrairement à la plupart des métiers pour lesquels le règlement intérieur s'arrête à la porte de l'entreprise, celui des clubs de football professionnels impose des obligations qui visent directement les conduites des vies des footballeurs. T'imagines? Genre, on te dit comment tu dois conduire ta vie. Il y a un docu, Le bonheur au travail. D'accord. Je vais me le noter. Ah là là, est-ce que j'ai mon crayon? Oui, c'est bon, j'ai mon crayon. Ne doit-on fréquenter que des gens du chat dans la vie? Au secours. Mais c'est le travail comme accomplissement personnel en fait. Toute ta vie tourne autour du travail. Toute ta vie perso est tournée vers le travail. Et du coup, c'est ton moyen de t'accomplir en tant que personne. Après, pour les footballeurs aussi, il y a le fait que la carrière est très courte. Donc du coup, c'est un moyen de s'assurer que tu as des revenus le temps que tu puisses en avoir, quoi. Parce que tu sais que ça va pas durer éternellement. Mon employeur vient de déménager dans un endroit où il y a encore moins de restos autour et pas un supermarché à moins de 10-15 minutes. Du coup, ils ont ouvert 3 restos d'entreprise. Tu peux même acheter à manger pour chez toi, genre panier, entrée, plat, dessert. Contrôle nutritif. Waouh, c'est hyper intéressant. Parce que là, ça vient de me faire penser à quand j'ai visité les studios d'Arte. D'Arte, pas du tout. Je sais pas. C'est vraiment un gros lapsus. Il y a des bails qui sont en train de sortir à l'heure actuelle sur France Culture et les conditions de travail à France Culture. Peut-être qu'il y a des choses qui sortiront sur d'autres services publics. Peut-être Arte aussi, je n'en sais rien. Je n'ai pas de témoignage. Disclaimer tout de suite. Mais non, ça me rappelle quand j'ai été visiter les studios d'Ankama.
Et quand j'ai été visiter les studios d'Ankama, justement, ils montraient ce truc du bonheur au travail, la grande famille, machin. Et donc, c'est à côté de Lille, vous savez, c'est dans la banlieue de Lille, le studio d'Ankama. Et en fait, la zone dans laquelle ils étaient, il n'y avait rien pour sortir. C'était une ville ouvrière, ville de banlieue ouvrière, et donc il n'y avait rien. Et donc, Ankama a lancé justement le bar en face. Et donc, ils ont ouvert un bar d'entreprise, mais qui est ouvert au public, à Roubaix, voilà, exactement. Qui est en face du studio de jeu. Et donc, du coup, tu peux aller manger, tu peux sortir après le travail dans cet endroit-là. Donc, c'est vraiment un moyen de créer un espace lié au travail dans lequel tu sais que tu vas pouvoir un peu contrôler aussi où est-ce que les gens sortent, comment ils peuvent se comporter. Et tu crées les conditions pour créer des liens, du team building. Voilà. Tu fais pas si bien dire, c'est une chaîne de TV où je bosse. Non mais oui, non mais... Il y a pas mal de témoignages aujourd'hui qui sont en train de sortir sur les conditions de travail dans les services publics, d'information, etc. C'est un peu dur. Oh, tu ne viens pas au restaurant avec nous? Mais oui, après le travail, là. C'est comme quand tu as un bar dans ton école d'ingénieur. Ah oui, bah oui. Mais ça, je pense que c'est effectivement pour créer un entre-soi. Ouais, c'est terrible. La suite. J'en étais où? Oui, voilà. Donc, on est en train de dire, contrairement à la plupart des métiers pour lesquels le règlement intérieur s'arrête à la porte de l'entreprise, celui des clubs de football impose des obligations qui visent directement les conduites des vies des footballeurs. Le règlement intérieur de l'Olympique, donc c'est le faux club anonymisé que nous, sur lequel se base l'enquête, et la charte d'éthique du joueur professionnel qui lui est adossée spécifie tout un ensemble d'activités. Équitation, ski, sport mécanique, qui sont strictement interdits aux joueurs professionnels. Donc il y a vraiment un règlement intérieur en disant tu n'as pas le droit de faire ce type de sport si tu signes un contrat avec nous. Il y a aussi l'obligation de respecter des conduites en matière d'hygiène de vie. Donc voici un extrait du règlement. Le joueur s'engage à tout mettre en œuvre pour être toujours au mieux de sa forme physique, technique, morale. Ça veut dire quoi être au mieux de sa forme morale? Conditions nécessaires à l'exercice de sa profession dans les meilleures conditions. À ce titre, il est tenu de préserver une hygiène de vie exemplaire en conservant un comportement responsable au regard de ses obligations de joueur professionnel. Notamment en adoptant une alimentation équilibrée, en respectant les temps de récupération et de repos indiqués par l'équipe technique ou médicale, en se couchant à des heures raisonnables. Le club attache notamment de l'importance à ce que les joueurs ne sortent pas après 22h30 la veille d'un match et s'interdisent la consommation d'alcool en général. C'est chaud, hein? Y a rien sur la baise. T'as pas le droit de sortir après 22h30, t'as le droit de niquer. Mando, arrête de vouloir manger cette salade. Tu me saoules, elle est dans sa boîte. Tu es en dépression? Arrête. Ben, en fait, le truc, c'est que là, les footballeurs professionnels qui sont enquêtés par Frédéric Razera, dans ce club de Ligue 2, leur salaire brut, ça va de 3000 balles par mois, 3000 euros par mois brut, à 30 000 euros. Donc, tu vois, la fourchette, elle est énorme. Donc, du coup, ça inclut ce travail-là de préparation. Ce qui est choquant, c'est que ce travail-là, de manger correctement, surveiller les horaires, etc., vous allez le voir, parce que j'ai déjà lu le bouquin il y a un moment, mais je vous spoil un peu, vous allez le voir, parce que c'est promu, en fait, par les coachs, c'est demandé, et en fait, les footballeurs ne le font pas, ce sont leurs femmes qui le font. Donc en fait, elles ne sont pas rémunérées pour ça, mais les femmes des footballeurs réalisent tout un travail, justement, pour s'assurer de l'hygiène de vie correcte qu'ont leurs conjoints, qui, eux, sont des professionnels. Mando est en train de gratter la boîte de ma salade pour la bouffer. Dans le hockey pro, pas de rasage, pas de baisse, 2 jours avant le match pour garder un max d'influx. Yes. Bon, Mando, ça me saoule, là. Salut, Sandre. Sur la baisse, il y a des mises au vert, notamment pour les grandes compétitions, où les compagnes des joueurs sont interdits de venir pendant des semaines. La mise au vert. Eh ben, dis donc, ça finit par niquer entre eux, du coup, j'imagine. Il y avait un club russe, sûrement d'autres aussi, où le médecin interdisait aux joueurs de coucher la veille d'un match important. Le club a encaissé une très lourde défaite.
Je sais pas du tout comment ça marche tout ça. Je sais pas si vous nous en ont parlé, ça je m'en souviens pas. Vous vous souvenez des lits anti-baisse des jeux de Tokyo? Oui, ça je me souviens. Mais oui, je pense pas que c'est un truc médical en fait. Enfin, est-ce que c'est prouvé sur les performances sportives que ça a un impact? Parce que la consommation d'alcool, je viens de croire. Je veux dire, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour me dire que la bouffe et l'alcool ça joue. Mais je sais pas. Comment tu peux aller bien mentalement si on t'éloigne de tes proches? Ouais, c'est clair. Je sais pas quelle preuve ça a tout ça scientifiquement. Mando, tu me saoules. Je te vole la salade. Je la mets dans le tiroir et tu me laisses tranquille. Parce qu'en fait, je me demande comment tu fais pour la masturbation, genre. Tu empêches les gens de faire ça aussi? C'est quoi exactement le problème? Je comprends pas. C'était pas au jeu qui distribuait un nombre impressionnant de capotes? Si, mais c'est pas pour éviter qu'ils chopent des maladies. Parce que dans tous les cas, ça ken. Pardon, Mando, mais là, tu me saoules. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tout ceci n'a aucun sens. Très bien. Petite cage de chasteté avant le match. Oh là là, l'enfer. Ok. Donc en tout cas, là, ils n'ont pas le droit de faire de l'équitation, du ski, des sports mécaniques, etc. Ils doivent faire attention à leur alimentation. Ils doivent se coucher tôt. Ils doivent ne pas boire d'alcool. En général, hein, pas juste la veille de match. Ils ne doivent pas sortir après 22h30. Donc ils doivent être au lit, en gros. Ils doivent être chez eux, reposés la veille d'un match. Et sinon, en général, dans leur vie, ils ne doivent pas boire d'alcool. Ils ne cherchent pas aussi de cette manière à augmenter la cohésion. On mange ensemble, on s'entraîne ensemble, on ne baisse pas ensemble. De telles obligations professionnelles qui empiètent sur la vie privée dérogent aux principes les plus usuels du droit du travail. Alors que des juristes débattent à propos de leur légalité, les encadrants du groupe professionnel les ont largement intériorisés et s'appliquent à les diffuser au quotidien en direction des joueurs. Donc on sait toujours pas si c'est légal ou pas de demander tout ça à tes employés. Moi, je pense que c'est absolument pas légal, mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? De toute façon, sinon, en fait, ils peuvent pas bien faire leur travail, donc c'est compliqué, quoi. Les différents membres du staff technique et médical rappellent ainsi régulièrement aux joueurs toute l'importance, pour l'optimisation des performances, de ce qu'ils appellent communément la récupération invisible. Par ce concept, ces encadrants désignent l'ensemble des exigences visant à optimiser la force de travail des joueurs en dehors de leur temps de travail officiel. Ah oui, donc c'est la récupération invisible. C'est tout ce que tu fais en dehors des entraînements, qui est utile le jour J du match et qui est utile après pour mieux être plus en forme pour tes entraînements. Merci Dina, merci beaucoup. Merci Dina pour les 10 mois de soutien, j'espère que tu vas bien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Le soutien, ça fait plaisir le soutien, merci. Dans la bouche des encadrants, l'expression est conjointement associée à la difficulté pour eux d'exercer un contrôle serré sur la vie privée des joueurs à laquelle ils n'ont en effet que de prise. Donc en gros, les encadrants font des discours pour essayer de dire voilà, il faut que vous vous comportiez comme ça, comme ça, comme ça. Mais techniquement, ils peuvent pas surveiller ce que font vraiment les footballeurs. Donc à part leur donner des incitatifs, voilà, des conseils, etc., ils peuvent pas surveiller au quotidien ce que font les footballeurs. À la différence par exemple d'une séance dite de décrassage à la suite d'un match, qui permet d'optimiser la récupération du corps, qui se réalise sous leur contrôle, toutes les pratiques relatives à l'hygiène de vie leur sont invisibles, dans la mesure où elles renvoient à la sphère privée. Mais je ne comprends pas, ils ne vivent pas avec leurs entraîneurs? Bah ça alors. Le seul véritable outil dont ils disposent pour contrôler certaines de ces dimensions est la pesée, qui est surtout réalisée après des périodes de trêve. Sans nier ses puissants effets en matière de contrôle de poids, les joueurs sont très attentifs à ce qu'on appelle leur poids de forme. Cette technique ne permet pas de contrôler en continu le sommeil, la consommation d'alcool, le régime alimentaire, etc. Visant la vie privée des footballeurs, la récupération invisible s'appréhende essentiellement par des indices indirects qui conduisent les encadrants à soupçonner certains joueurs. Ah! Donc ils arrivent quand même à avoir des infos et se dire « Ah, lui, il a mal suivi le truc. » Il pourrait donner des capotes Giroud, ça aide bien. Quel enfer. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ces indices vont des ragots de vestiaire qui font des réputations
aux blessures et contre-performances dont on pense qu'elles ont toutes les chances d'être le résultat d'une conduite de vie déviante. Déviante qui sort de ce que tu attends. Horrible. Les propos d'Eric, entraîneur adjoint, montrent bien comment les soupçons sur la conduite de la vie d'un joueur peuvent naître de l'évaluation de ses performances. Voilà ce que dit Eric, l'entraîneur. Normalement, nous, si tu veux, on devrait s'intéresser qu'au terrain. Le joueur, il se sanctionne de lui-même. S'il n'est pas sérieux dans sa vie. Nous, on juge sur le terrain, donc on n'a pas à savoir ce qu'ils font en dehors. Les choix, ils font uniquement ce que tu vois sur le terrain et en match, à l'entraînement. Après, tu cherches toujours quand même à comprendre pourquoi le joueur n'est pas performant. Il y a toujours des explications. Dans 90% des cas, tu trouves une explication. L'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation. Donc ils disent que voilà, ils peuvent pas vraiment contrôler ce que font les joueurs. Ils ne jugent les joueurs que sur ce qui se passe en match. Mais les performances en match leur donnent un indice de la vie privée des joueurs. Ça et les ragots de vestiaire où on a dit que les kinés, les entraîneurs adjoints, etc. faisaient remonter un petit peu les rumeurs, les ragots qu'il y avait dans les vestiaires et ils avaient des informations comme ça. Oh, la capote UMP. Oh, c'est clair, personne n'a envie de niquer avec la capote UMP. Je suis sûre qu'elle a un goût et une odeur, quoi. Je saurais pas vous décrire laquelle, mais je la visualise extrêmement bien. Il a dit l'âge des joueurs, bah, ça va de 20 à 30 ans. Hein. Oh, la délation, il n'y a que ça de vrai. Mais c'est même pas de la délation, c'est qu'en fait, ils discutent entre eux, il y a des oreilles qui traînent, en fait. Puis typiquement, les kinés, enfin le staff vraiment médical, tu passes tellement de temps avec eux que tu te retrouves à parler de pas mal de choses ou avoir des discussions devant eux, et voilà, quoi. Le ragot, on veut le chapitre sur les ragots. Bah, peut-être que ça va être ça la suite, oui, oui. Avant de poursuivre l'analyse, 2 points doivent être rappelés. D'abord, cet empiètement de l'entreprise sur la vie privée des travailleurs sportifs se réalise quasi exclusivement à travers ce rappel à l'ordre des membres du staff concernant l'importance de la récupération. Les pratiques concrètes qui peuvent être par ailleurs légitimées par les encadrants, pratiques alimentaires, pratiques de sommeil, sont rarement explicitées dans le détail et fonctionnent d'abord sur le mode de l'implicite. Genre on leur dit pas tu dois faire ça, ça, ça. C'est genre c'est évident que tu dois pas boire d'alcool, que tu dois te coucher tôt, etc. Il a pu observer, oui, il a pu observer. Je vous dis, il a passé 10 ans dans le club. Plus ou moins, il a fait des allers-retours après, mais voilà. C'est une enquête au long cours. Goût vomi, je pense bien. Ensuite, de telles injonctions ne s'accompagnent pas d'un contrôle serré et systématique en direction de la vie privée des joueurs, mais plutôt une attention diffuse aux réputations. Donc on fait attention à la réputation des joueurs. Lorsque j'interroge les joueurs sur le rapport qu'ils entretiennent à ces prescriptions visant leur vie privée, je constate qu'ils les ont pleinement intériorisées. Donc pour eux, c'est normal, quoi. Tout est logique. Ils font partie de l'ordinaire de leur métier. Plus encore, ils insistent pour dire qu'ils s'attachent à les appliquer afin d'optimiser leur force de travail pour leur propre réussite professionnelle en évoquant leur sérieux. Dans ces 2 grands domaines de pratique que sont l'alimentation et le repos. C'est genre, ah ouais, mais moi je donne tout, je suis ultra sérieux, je me repose comme Jaja, pendant que mes enfants gueulent et que ma femme s'en occupe, moi je fais la sieste, mon gars. Parce que l'entraîneur, il l'a dit, et oui. Derrière ce premier constat, les modalités concrètes de mise en œuvre d'une conduite de vie qui se veut ajustée à l'optimisation de la performance sportive peuvent être très différentes selon les joueurs. Comme on a dit, il n'y a pas de ligne à suivre en disant faut que tu fasses ça, 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 ça. Du coup, les joueurs vont adapter les conseils à leur vie à eux. Et du coup, ils se comportent tous un peu différemment. Une même orientation générale peut engager des pratiques variables selon les trajectoires de vie et les trajectoires sociales des joueurs. Au final, ces pratiques différenciées sont susceptibles d'avoir des incidences importantes sur les modes de vie. La gestion du repos du corps en est l'exemple le plus tangible. Il existe une pratique particulière, bien instituée parmi les footballeurs, la sieste. Avec elle, on touche du doigt la porosité des frontières entre temps de travail et temps libre. Faire la sieste est une véritable pratique professionnelle. Son poids, dans le monde du travail sportif, se saisit à travers le regard de nouveaux venus dans l'espace du football professionnel. Donc en gros, tout le monde fait la sieste, c'est une condition pour être considéré comme un bon sportif, en forme, etc. Genre ça fait partie des pratiques recommandées par les coachs que de faire la sieste. En signant son premier contrat de joueur professionnel à l'Olympique à 22 ans, et après avoir évolué dans un club amateur, Thomas explique avoir découvert cette pratique dominante qui marque profondément les modes de vie.
Sa position d'outsider, donc le mec qui est vraiment à la marge, là, qui est en train de rentrer dans le monde des pros, mais qui n'a pas encore fait ses preuves, le conduit à faire preuve d'une très grande attention à l'égard des normes dominantes au sein du vestiaire. Donc il essaye de comprendre un peu ce que font les gens, comment est-ce qu'ils se comportent et qu'est-ce qu'il faut faire. Comme en maternelle, ils ont des petits lits, une histoire après le repas. Alors en fait, ils travaillent le matin et le soir, et souvent l'après-midi, ils sont chez eux, et donc du coup, ils rentrent chez eux pour dormir. Je crois que c'est ça les bails. La pression si t'es insomniaque. Je crois que si t'es insomniaque, t'es pas footballeur professionnel. Mais en fait, j'ai vraiment du mal à me dire comment est-ce que tu peux avoir de bonnes performances sportives et réussir à rentrer dans un milieu professionnel qui est aussi concurrentiel que le milieu du foot. Il y a quand même beaucoup de gens qui veulent être footballeurs professionnels. Si tu as des problèmes de sommeil, qui provoque énormément de soucis de santé. J'ai du mal à imaginer. Après, c'est possible, hein, je pense qu'il y a des insomniaques qui sont footballeurs pro, j'imagine. Mais j'ai du mal à visualiser comment c'est possible, en fait. Mathéo, si tu piques le doudou de Kylian, maintenant, c'est en calme. Hein. Tu piques pas. Mais oui, en fait, voilà, j'ai très peur de me dire que, voilà, c'est pas possible, en fait. Parce que de base, si t'as pas ce temps de repos-là, je parle pas de la sieste, hein, je parle vraiment de la nuit de sommeil. Si tu peux pas avoir une nuit de sommeil, ton corps, il a tellement de mal à récupérer, la capacité de concentration. En fait, le truc, c'est que le foot, c'est pas juste du sport, c'est pas juste du physique. Il faut aussi de la lucidité de jeu. La lucidité de jeu, c'est ton cerveau. Si ton cerveau, il dort pas, c'est compliqué, quoi. Après, on n'est pas égaux face au sommeil. Il y a des gens qui ont moins besoin de dormir que d'autres, hein. Mais je pense que voilà, plus tu as de soucis de sommeil, moins tu as de chances de devenir footballeur professionnel. Ça serait mon avis au doigt mouillé comme ça là. Je deviens une spécialiste du foot. Vous avez vu ça? C'est impressionnant. Donc voilà, donc lui, alors comment il s'appelle déjà? Parce que là vous m'avez dit Mathéo, mais vous foutez de ma gueule. Thomas. Donc Thomas, lui, il dit que comme il est arrivé et que c'est un bébou et qu'il ne connaît pas encore le monde du foot pro, il a fait attention un petit peu à ce que disaient ses coéquipiers dans le vestiaire sur ce qu'il fallait faire ou pas. Aspirant à faire son trou dans le métier, il s'impose désormais l'exercice de la sieste, non sans quelques difficultés. Voilà ce que dit Thomas. Oh, j'avais l'habitude de me coucher tard, de me lever tard. Là, je me couche assez tard, enfin, je sais pas si c'est tard, minuit. Je me lève assez tôt, donc le sommeil, il y a une différence. Je m'oblige à faire la sieste. J'aime pas faire la sieste parce que j'avais l'habitude l'après-midi de sortir. Mais on te dit qu'il faut faire la sieste ? Bah oui, on me le dit. Enfin, on te dit pas il faut faire la sieste, mais on te le fait comprendre. Tu vois que tous les joueurs, 9 joueurs sur 10, ils font la sieste. Donc je me dis, je vais peut-être écouter les gens qui ont 5-6 ans de professionnalisme derrière eux. Comme le fait justement remarquer Thomas, nombreux sont les joueurs du groupe professionnel à faire quotidiennement la sieste. Cette pratique est le produit d'une longue socialisation professionnelle qui a, pour la plupart d'entre eux, débuté à l'adolescence, lors de leur apprentissage du métier dans des institutions enveloppantes que sont les centres de formation des clubs de football professionnels. L'institution enveloppante, c'est un concept en sciences sociales, en sociologie, qui parle en gros des institutions qui vont venir encadrer toute ta vie. C'est vraiment, vous voyez l'image de l'enveloppé, tu te retrouves enveloppé par l'institution. Donc littéralement, tu mets ta petite couette par-dessus toi et c'est l'institution, quoi. Elle vient et elle prend un peu tous les aspects de ta vie, elle vient les contrôler. Et donc typiquement, un centre de formation pour le football, vous imaginez bien que c'est pas juste venir se former au foot et qu'on t'apprend des manières d'être, des manières de faire, des manières de te comporter, voilà, des réflexes à avoir dans ta vie personnelle pour avoir de meilleures performances sportives, etc. Des bisous Fanny. Pour celles et ceux qui se demandent jusqu'à quelle heure continue le stream, je le finis à 23h quand je commence à 21h. Parce que sinon, on n'arrive plus à lire au bout d'un moment, il est trop tard et tout le monde s'endort. Moi, la première. Donc, on s'arrête à 23h. Et après, comme on est en live et qu'on est libre de faire ce que l'on veut, on peut arrêter en plein milieu d'un chapitre, n'importe comment. Enfin, c'est pas un programme scolaire à suivre. Donc, on fait ce qu'on veut et on passe autant de temps qu'on veut sur les bouquins. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, on pourra reprendre une prochaine fois après, si jamais j'arrive pas à tout faire aujourd'hui. Mais voilà, mais donc l'institution enveloppante, c'est un concept en sociologie. Et c'est vraiment ce truc de, vraiment, on t'apprend de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de faire. Et ça vient changer qui tu es, un peu ton rapport au monde, ces institutions-là. Donc forcément, si la plupart des joueurs pros, ils sont passés par ces centres de formation, ils ont appris des manières de se comporter pour être de bons professionnels. Et ils vont continuer à ces pratiques-là
après quand ils vont devenir footballeurs pro. C'est normal. Et si toi, t'es pas passé par ces centres, du coup, tu dois rattraper ces pratiques-là, tu viens les incorporer dans ta vie un peu à retardement. Alors, j'ai mal au nez, je sais pas pourquoi. Voilà, donc la plupart, ils ont commencé leur formation à l'adolescence dans des centres de formation. L'exemple de Maxime est ici tout à fait éloquent. Maxime est issu d'un milieu populaire. Son père est vendeur mobile de produits alimentaires et sa mère est couturière à l'usine. Maxime est entré à 13 ans dans une formation au métier de footballeur au sein d'un club de football professionnel. Il a gravi tous les échelons, à 13 ans, jusqu'à signer à 20 ans son premier contrat de joueur professionnel. Passionné par le football et suivi de très près par un père qui pratiquait lui-même, il a investi pleinement des normes de conduite véhiculées par ses formateurs. Au cours de son cursus, il a notamment appris que la sieste faisait partie du métier de footballeur. Alors qu'il est aujourd'hui âgé de 23 ans, cette pratique fait partie intégrante de son mode de vie, ce qui n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur sa vie de couple. T'imagines, à 23 ans, tu rentres chez toi, t'as ton mec qui dort. Lorsque je m'entretiens avec Maxime et sa compagne Virginie à leur domicile, le couple a un enfant de 6 mois. Virginie est actuellement sans emploi. Celle-ci se saisit de ma question sur cette pratique de la sieste pour taquiner gentiment son conjoint au sujet d'une habitude qu'elle juge parfois contraignante. « Tu fais la sieste ?» Virginie rigole à ma question. Maxime me répond « Ah oui, mais on m'a toujours dit que la sieste faisait partie du métier de footballeur. Ça fait partie du travail, du métier de footballeur. Professionnel, c'est comme ça. On m'a toujours dit cela. Je ne dors pas, je travaille. » Oui, c'est ça, littéralement. C'est littéralement ça. Virginie dit « Mais attends, une sieste de 13h30 jusqu'à 16h30, excuse-moi, mais... » Ah oui, là c'est une nuit, effectivement, c'est pas une sieste. Maxime répond « Oh, il veut me faire comprendre qu'elle exagère un peu, qu'il ne fait pas des siestes de 3 heures tous les jours. » Oui, mais bon, c'est surtout en période de préparation. Dans l'année, ça peut arriver que genre le mardi, quand c'est vraiment physique, ça peut arriver. Mais c'est pas non plus tous les après-midi, il faut pas, dans l'année, voilà. Virginie. Non, mais c'est parce que moi, du coup, j'ai envie de sortir. Et quand on a programmé un truc, sinon on n'aurait rien de programmé. Putain, la pauvre. En fait, elle peut rien faire avec lui. Il est pas là le matin, il est pas là le soir, et l'après-midi, il dort. Si la sieste est une pratique professionnelle très répandue chez les footballeurs, elle n'est pas pour autant généralisée. Certains joueurs, qui n'en sont pas du tout adeptes, ne se pensent pas pour autant comme déviants. Dans le but d'optimiser leurs ressources corporelles, ils favorisent d'autres formes de repos du corps qui viennent structurer différemment leur mode de vie. C'est le cas de Philippe, attaquant âgé de 31 ans. Philippe dit « On s'entraîne 2 heures par jour. Putain, mais on dirait que pour certains c'est incroyable. C'est une vie de fou. » Il critique les joueurs qui disent être fatigués. C'est ça qui est hallucinant. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait halluciner. C'est pour ça que j'ai du mal à dormir l'après-midi. Moi, je fais pas de sieste. Si tu veux, au début, j'avais du mal à comprendre la sieste. Bon, bah maintenant, c'est différent, je comprends mieux. Mais à un moment, je me disais, mais putain, ma mère, elle est en train de bosser, et moi, je vais faire la sieste l'après-midi alors que j'ai 20 ans. Dans ma tête, ça arrivait pas à rentrer, hein, j'y arrivais pas. Bon, aujourd'hui, je m'y suis fait. L'idée, c'est vrai qu'on n'a pas la même vie, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Puis après, moi, je suis parisien. J'aime rencontrer des gens, vivre ma vie, vivre mes journées. Tu peux pas te reposer en faisant autre chose. Tu peux te reposer en faisant autre chose. Ah, voilà, c'est ça. Donc lui, plutôt que dormir, il va voir des gens qui l'apprécient et il se repose mentalement, en fait. Bon courage, Clip, pour demain. Pour Philippe, la pratique de la sieste entre en concurrence avec la valeur travail et un goût prononcé pour les activités extérieures au cours de la journée, notamment sortir en ville et aller jouer au golf. Pardon, Philippe le Parisien qui joue au golf? On peut relier sa distance avec cette pratique pourtant très répandue chez ses collègues à sa trajectoire professionnelle. Par comparaison avec Maxime, entré précocement dans un cursus institutionnalisé de formation, Philippe est arrivé dans le métier de manière plutôt atypique. Élevé par sa mère, concierge d'un immeuble bourgeois parisien, Philippe a pratiqué le football en dilettante au sein d'un club amateur de faible niveau, jusqu'à l'approche de ses 17 ans, avant d'être repéré par l'un des recruteurs d'un club professionnel. Donc lui, c'était pas du tout sa carrière, ça lui est tombé dessus à 17 ans, quoi. Pendant que certains sont en préparation depuis leurs 13 ans. Après, voilà, si sa mère travaillait pour des bourgeois, il avait peut-être moyen d'avoir accès à des loisirs bourgeois. Des fois, ça arrive comme ça, qu'il y ait des bourgeois qui se lient avec leurs employés. Entrer sur le tard dans l'espace du football professionnel, c'est ouf quand même qu'on dise que pour faire un métier, quand tu le commences à 17 ans, c'est arriver sur le tard. Par rapport aux autres. Vous imaginez quand même que quand on parle de sport, t'as des gens, ils ont 10, 11, 12, 13 ans et ils sont déjà conditionnés
à en faire leur métier. Et à travailler. Vous vous rendez compte, quoi. Le capitalisme, c'est quelque chose. Il était où? Là. Pour Philippe, la pratique de la sieste entre en concurrence avec la valeur travail. Voilà. Et donc, il est entré sur le tard dans l'espace du football professionnel et il a d'abord peiné à s'y faire une place, ne parvenant pas à obtenir ce sésame que représente la signature d'un contrat de joueur professionnel. Si bien qu'il passera toute la première partie de sa carrière en étant embauché dans des clubs amateurs de National ou de CFA. En gym, à 17 ans, t'es entraîneur. En foot aussi, hein. Y a des jeunes, 16-17 ans, qui sont entraîneurs, ouais. Et qui ont maintenant, qui sont embauchés en service civique par les clubs. Ils sont embauchés en service civique pour entraîner les plus petits. Les grands violonistes ou musiciens commencent en général avant 6 ans. Non mais c'est chaud quand même. Hein. C'est vraiment très très chaud. Voilà, donc au début, il a passé la première partie de sa carrière embauché dans des clubs amateurs, en cumulant parfois d'autres activités. Serveur dans le restaurant de sa sœur et de son beau-frère, entraîneur dans des jeunes de son club. En parallèle de sa pratique du football. Ce n'est qu'à 24 ans qu'il retrouvera l'espace professionnel du football en étant recruté par un club de Ligue 1. Espace qu'il n'a pu quitter depuis. Putain, il a été recruté en Ligue 1. Waouh! Cette carrière en dents de scie, longtemps à distance des institutions sportives les plus légitimes et les plus enveloppantes, a finalement amené Philippe à avoir un mode de vie différent des joueurs qui, comme Maxime, ont été socialisés dans le monde du football professionnel dès le plus jeune âge. C'est intéressant parce que du coup, ils sont dans la même équipe, mais ils n'ont pas du tout la même trajectoire et du coup, ils n'ont pas... comme ils n'ont pas la même trajectoire, ils n'ont pas les mêmes pratiques de vie, quoi. Pareil, j'ai eu mon doctorat à 15 ans et demi. Ah. C'est chaud quand même, hein. Ce qu'on demande comme investissement dès le plus jeune âge pour devenir après des professionnels. Pas le même rapport à la sieste. Notamment. Là, c'était l'exemple, quoi. Mais de dire que ça change beaucoup de choses quand même. Est-ce que dès le début, t'as fait du foot pro ou pas du tout? Alors... Il y a une partie là que je vais vous lire maintenant qui s'appelle « On n'est pas des curés ». Si les footballeurs insistent d'abord sur leur application à avoir un mode de vie ajusté à la production des performances sportives, notamment au travers des pratiques alimentaires et de repos, cela ne signifie pas pour autant qu'ils respectent toujours les normes qu'ils ont intériorisées. Ah. Donc peut-être qu'ils font des choses interdites. Hein. Nombre de joueurs du groupe professionnel se distinguent en effet par le maintien de conduites qu'ils reconnaissent eux-mêmes spontanément comme étant déviantes, au regard des critères de légitimité qui sont les leurs. Donc en fait, ils font des trucs... C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Ils savent qu'ils ne sont pas forcément autorisés, mais ils se l'autorisent de temps en temps. Pour le mannequinat, la fourchette d'activité doit être encore plus réduite, c'est clair. Merci Corbeau Gentil pour les 6 mois de soutien, merci beaucoup. Merci, des bisous Corbeau Gentil. Des bisous Lyra, bonne soirée à toi. Merci Corbeau Gentil pour les 6 mois. Alors, boire de l'alcool en quantité, manger chez McDonald's sont autant de pratiques communément observées chez les footballeurs du groupe professionnel, qui tendent au final à véhiculer une image plus nuancée que celle du sportif à 7. Terrible. Oh, il mange du McDo, mais non. À de très rares exceptions, les recherches consacrées aux élites sportives ne disent presque rien à ce sujet. Quoi? Mais non. En référence au footballeur Anelka, célèbre attaquant de l'équipe de France au moment de l'enquête. À en croire Alex, ce joueur de renommée internationale serait réputé pour prendre une certaine liberté avec les règles et les comportements traditionnellement imposés aux footballeurs en matière d'hygiène de vie. Donc en fait, il y a très peu, effectivement, apparemment il y a très peu de recherches qui sont faites là-dessus, mais les footballeurs pros entendent des rumeurs, quoi. Ah si, là, il y a un travail qui existe sur le rugby. Alcool et rugby, anatomie d'une déviance institutionnalisée. Il y a un article scientifique qui date de 2015 qui parle du rugby. Salut Minoun, t'as des pros qui fument? Mais non. Des ouinges, pas du tabac. J'ai du mal à visualiser comment est-ce que tu peux fumer des clopes et être professionnel au foot, quoi. C'est tellement concurrentiel, le foot. C'est tellement dur.
Ça nique la santé complètement, la clope, quoi. Tu ressens les effets très vite. L'équipe de France est sponsor par KFC. Ah oui, ah bah ça, de toute façon, hein, la cohérence, on n'est pas à ça près. Moi, je me suis toujours posé la question par rapport au Red Bull. Red Bull qui sponsorise énormément de sportifs. Et moi, je me dis, mais si je prends du Red Bull, mes performances sportives, je suis pas sûre de les améliorer, quoi. C'est tout ce qui est boisson énergisante comme ça, c'est pas très très bon pour ton corps et enfin, c'est hyper paradoxal tout ça. Dans les yeux bleus, sur la Coupe du Monde 98, t'as Fabien Barthez qui s'en grille une après un match tranquille. Oh, c'est le pire truc, hein. Ne fumez pas après le sport. Si vous êtes fumeur, fumeuse, retenez-vous après le sport. Vous avez les poumons bien ouverts après le sport. Si vous fumez une clope maintenant, ça nique. C'est pile poil le moment où il faut pas le faire, quoi. Surtout pas. Et après, quand j'avais dit ça à des meufs de mon club, elles m'ont dit « Ouais, mais c'est la meilleure clope. Je peux te dire que c'est la meilleure clope. » Parce que justement, tu ressens tout. Physiquement, un sportif professionnel est un alien de base. T'as des qualités physiques naturelles incroyables. Oui, je suis d'accord, mais le truc, c'est que tu vois, le football, pour moi, il y a tellement de gens qui veulent faire ça, c'est ultra concurrentiel. Et donc, j'ai du mal à imaginer, tout comme j'ai du mal à imaginer que quelqu'un qui est insomniaque arrive à rester footballeur pro parce que ceux qui dorment vont être meilleurs que lui. J'ai du mal à imaginer ceux qui fument être parmi les meilleurs alors que t'en as beaucoup qui ne fument pas et qui donnent tout, tu vois. En Belgique, notre ligue de foot, c'est la Jupiler. Ah, c'est de la bière? Waouh. Dans les yeux... Dans les yeux des bleus. C'est pas un docu, ça? Je me tâte. Je me tâte à chercher des docus sur ça. On verra. Les yeux dans les bleus. Oui, c'est ce que j'ai écrit. Les yeux dans les bleus. Je connais pas. La Jupiler, c'est de la bière. Salut Elisa. Ah bah tout de suite, les Belges qui débarquent. Terrible. La suite. Oui, donc à de très rares exceptions près, les recherches consacrées aux élites sportives ne disent presque rien à ce sujet, donc à la consommation d'alcool et de fast-food, etc. Dans certains travaux, de telles pratiques transparaissent sans être véritablement analysées. Enquêtant sur les apprentis footballeurs des centres de formation des clubs professionnels, Assem Slimani écrit par exemple que 81% d'entre eux déclarent respecter les règles de vie élémentaires à leurs yeux pour optimiser leurs chances de professionnalisation. 46% les interdictions de sortie et 34% la diététique. Genre la diététique, c'est le truc qui respecte le moins, quoi. L'adhésion est donc totale. Si les données statistiques produites, particulièrement rares dans l'étude des sportifs de haut niveau, ont le mérite de rendre visibles les variations assez fortes d'une réponse à l'autre, l'auteur ne s'attarde pas et tend plutôt à forcer l'interprétation du côté de l'adhésion. C'est vrai que 34% de gens qui font attention à leur alimentation, c'est pas tant que ça, hein. On n'est pas sûr que ce soit vraiment de l'adhésion, hein. Dans les faits rapportés, le respect massif des règles de vie élémentaires cohabite avec des résistances importantes sur des pratiques précises. Justement, le fait il y a plus de la moitié des joueurs qui ne respectent pas les interdictions de sortie, et t'as quand même 34% qui disent explicitement qu'ils respectent la diététique, mais tous les autres ne le respectent pas, quoi. Donc c'est quand même beaucoup, hein. Plus généralement, ces données invitent à réfléchir aux rapports entretenus par les footballeurs aux normes légitimes en matière d'hygiène de vie. À la Clairefontaine, je crois que je l'ai déjà noté. Ça me dit quelque chose. Plus bizarre encore, il y a des apnéistes de haut niveau qui se grillent des clopes. Quoi ? Je suis choquée. Je vais décéder en fait. Même en NBA, Michael Jordan était un fumeur régulier de cigares. Pas la même toxicité que le tabac inhalé, mais quand même. Waouh. C'est chaud. Quand ils sont dans l'eau, et paf la clope. T'es devenue une star en Belgique. Vous croyez qu'il y a des gens qui vont découvrir ma chaîne avec un docu qui est passé en Belgique? Ça serait drôle quand même.
C'est dans deux mois, je demande alors vous venez d'où? Ah, moi je suis arrivée avec le docu belge. Terrible. Il fumait quand il jouait au golf. Putain, c'est un truc de ouf quand même. Hein. Les apnéistes, ça me troue. Genre, je suis là, genre, what the fuck? C'est si dur de faire de l'apnée en plus. Alors. Donc voilà, donc il y a quand même la majorité des joueurs qui ne respectent pas les directives alimentaires, quoi. Il s'agit alors de prendre en sérieux ces pratiques déviantes que les joueurs du groupe professionnel disent communément observer, sans oublier de les réinscrire dans une conduite de vie globale organisée autour de l'objectif d'excellence sportive. Donc en gros, il est en train de dire que la plupart des footballeurs, ils ont l'objectif d'être excellents dans leur sport, mais ils s'autorisent quand même de manger un peu ce qu'ils veulent et d'avoir des libertés, parce que sinon, en fait, tu pètes un câble. Ces pratiques déviantes mettent en jeu des dispositions qui entrent en concurrence avec les principes de la légitimité professionnelle que les joueurs ont intériorisés au cours de leur carrière. Donc en gros, leurs envies, qui ils sont, entrent en concurrence avec ce qui devrait être pour leur carrière. Donc il y a les deux qui sont un peu en tension, quoi. Ce que je dois faire pour le bien de ma carrière, et ce que j'ai envie d'être, et ce que j'aime, et comment je me comporte, et mes cercles d'amis, etc. Au golf, hop, le mégot dans le trou. Yes. Ces dispositions tendent à s'exprimer dans certains contextes bien précis. Donc en gros, en fonction de qui ils sont socialement et leur carrière, en fonction des contextes, ils vont plus ou moins pencher d'un côté ou de l'autre. C'est là un fait notable. Une caractéristique centrale de ces pratiques réside dans leur caractère très localisé. Elles s'apparentent à des écarts de conduite qui tranchent avec la routine de la vie quotidienne. Donc en gros, la plupart du temps, ils respectent les directives et de temps en temps, ils font un petit écart, quoi. Les contextes dans lesquels elles s'expriment ne sont pas anodins. Les footballeurs les placent dans des moments précis, définis en lien direct avec des impératifs de production de performances sportives. Les mots d'Alex sur son rapport à l'alimentation permettent de saisir cette logique générale. Voilà ce que dit Alex qui est joueur. Au niveau de la bouffe, je fais pas d'écart énorme. Bien sûr, je mange une pizza, je mange un Big Mac. Je pense que j'ai la philosophie un peu à la Anelka. C'est mon ressenti, tu vois. Si on joue un vendredi, si un mercredi soir ou même un jeudi soir, je me sens de manger une pizza, bah je peux la manger. Après, si ça va pas, bah je mangerai du blanc de dinde et des pâtes. Mais par contre, je vais pas manger un Big Mac en collation le jour du match, ça je le sais. Mais je suis... j'ai jamais bu trop de gazeux, mais je fais quand même attention. Très bien. Donc le mec dit, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, mais pas le jour du match. La socialisation professionnelle d'Alex l'a conduit à maîtriser tout un ensemble de pratiques légitimes en matière d'alimentation. Du blanc de dinde, des pâtes. J'ai jamais bu trop de gazeux. C'est des choses qu'il s'attache à respecter. Conjointement, il a appris à interpréter les sensations du corps et à ajuster ses conduites en fonction du contexte. Il peut ainsi par moments laisser libre cours à des goûts alimentaires construits au cours de sa socialisation antérieure, donc sa vie avant le foot. Par exemple, manger un Big Mac chez McDonald's, dont il sait que cette nourriture est jugée néfaste pour l'optimisation des ressources corporelles. Il est intéressant de noter qu'Alex ne vit pas du tout ces écarts de conduite sur le mode de la culpabilité. C'est un point commun qu'il partage avec bon nombre de ses collègues qui tendent à valoriser ce jeu avec les normes. Donc en gros, ils culpabilisent pas, ils savent qu'ils en ont besoin de temps en temps et qu'ils se l'autorisent, quoi. Voici un exemple. Donc ça, c'est ce que le sociologue a pu observer lors d'un événement. C'est parti. Lors d'un repas organisé par le syndicat des footballeurs professionnels, son vice-président, Sylvain, a échangé avec plusieurs joueurs de l'Olympique sur la manière dont il a lui-même géré son outil de travail lorsqu'il était encore en activité. Son outil de travail, c'est son corps. J'adore. Comment t'as géré ton outil de travail quand t'étais encore en activité? Voilà, ça c'est le sociologue qui parle. Dans la vérité, c'est... Alors, tu faisais quoi avec ton corps quand t'étais footballeur pro? Donc, Sylvain, qui est le président du syndicat de foot, là, le vice-président, il a fait une longue carrière de footballeur professionnel, 19 ans. Il a fait 577 matchs en Ligue 1. Il insiste auprès des joueurs sur l'extrême importance d'avoir une hygiène de vie exemplaire. Par la suite, plusieurs joueurs me diront leur sentiment de décalage avec cette image sociale dominante incarnée par leur représentant syndical. Tout en faisant valoir leur sérieux, le fait qu'ils sont des professionnels, ils insistent pour dire que leur distance avec le respect total de ces normes. Attends, quoi? J'ai absolument rien compris à cette phrase qui a environ 4500 virgules à l'intérieur.
Donc en gros, les joueurs disent que eux ils sont sérieux et pros, mais que quand même, le fait de demander de respecter à 100% ces normes-là, eux ils se sentent en décalage par rapport à ça, c'est pas réaliste quoi. Eux, ils vont valoriser ce qu'ils apparentent à des formes d'adhésion à Eclipse. Donc ça c'est... Alors attendez. L'adhésion à Eclipse, c'est le jeu opéré par les classes populaires dans la réception des discours dominants. Donc en gros, c'est justement dans les rapports de domination, quand tu es la personne qui est salariée par rapport à la personne qui t'encadre, tu prends son discours et tu essayes d'avoir des marges de manœuvre avec. Donc tu as une réception quand même du discours, mais tu décides de pouvoir en faire quelque chose ou non. Donc ils appellent ça une adhésion à Eclipse. J'adhère, mais de temps en temps, il y a des petites éclipses. Hein. Voilà. Donc les footballeurs disent, et ils soulignent fièrement, qu'ils ne sont ni des saints, ni des moines, ni des curés. Autant de figures repoussoires dans leur bouche. Les propos de Cédric, défenseur de 33 ans, qui est en couple et a un enfant, et dont les parents sont propriétaires d'un petit garage automobile, sont ici exemplaires. S'il n'y a pas d'excès, il refuse également une vie de curé. Voilà ce que dit Cédric. Je pense que le bien-être, c'est important aussi pour être performant. Pas forcément se dire faut être comme des robots, coucher 8h du soir. Bon, il y en a qui font ça. Hein. J'en discutais avec Kazendutch, donc Sylvain, le vice-président du syndicat, il nous a dit toute ma carrière, je me suis couchée à 21h. Je me suis dit, mais c'est une vie que moi, j'aurais pas voulu avoir, une vie de curé, quoi. Tu vois, lui, il est bon. Il a pas un pet de graisse et tout. Il a fait une super carrière, hein. Près de 600 matchs en pro, chapeau, quoi. Mais est-ce que ça en vaut le coup? Moi, je pense pas. Moi, je veux dire, je suis pas dans l'excès, parce que je sais que je peux pas faire des nuits blanches, sinon je suis KO, tout ça. Mais tout en étant sérieux, j'ai pas été hyper exigeant sur tout. Ça, c'est intéressant, le truc de dire j'ai pas envie de sacrifier tout pour mon travail. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que ça vaut le coup? Ok, t'as fait près de 600 matchs en Ligue 1, t'as eu une très belle carrière. Est-ce que ça valait le coup de sacrifier ta vie quotidienne pour ça? Et de tous les soirs, à 21h, tu dors. L'adhésion par Eclipse, c'est juste dans cette enquête ou c'est un concept repris dans d'autres travaux? Non, c'est Hogarth. Richard Hogarth. Cédric rationalise son attention distanciée aux normes dominantes en insistant d'abord sur l'importance du bien-être pour la réussite sportive. Kazendotchi doit encore se coucher à 21h, de ouf. En creux, on peut saisir cette croyance partagée par plusieurs de ses collègues, selon laquelle il peut y avoir des coups psychologiques inhérents à une trop forte autocontrainte, qui serait au final préjudiciable pour exceller sportivement. Vous voyez, s'il y a trop de contrôle, si tu viens trop contraindre la vie des sportifs, au bout d'un moment, ils en peuvent plus, ils explosent quoi. Genre c'est trop dur, c'est vraiment trop dur. S'octroyer de menus plaisirs est alors de son point de vue quelque chose de positif. Et ça permet d'avoir de meilleures performances sportives parce que t'es pas constamment dans la frustration. Il constate vraiment une différence de sommeil, de performance entre 10h et 12h de sommeil. Bah j'en sais rien, comment tu veux que je réponde à la question? Ça c'est des questions médicales, scientifiques, etc. Après ça doit dépendre des gens. Mais je pense pas qu'on est sur du 10h ou 12h de sommeil, ça c'est beaucoup trop. Mais on est sur, il faut avoir une vraie nuit de sommeil. Tu dois te lever le tôt le matin, donc voilà. Et l'après-midi, pour récupérer de la pratique sportive que tu as eu le matin, il faut faire une sieste. Je crois que c'est juste ça les préconisations. Hein. Ayant passé l'essentiel de Cédric ayant passé l'essentiel de sa carrière professionnelle dans des clubs de Ligue 2, ne peut se targuer d'avoir le même palmarès sportif que Sylvain Kazendotch. Mais en contrepartie, il entend mettre en avant le fait d'avoir vraisemblablement, malgré les contraintes du métier, plus profité de sa vie que Sylvain. Au nom de la réussite sportive, les footballeurs du groupe professionnel sont ainsi confrontés à un ensemble de prescriptions orientées vers leur vie privée. Prescriptions qu'ils s'attachent à respecter, même s'ils peuvent s'autoriser des écarts de conduite. Au sein du collectif de travail, cette attention accordée à l'hygiène de vie est à l'origine d'un processus de légitimation d'un modèle familial traditionnel qui se veut adapté à la production de performances sportives. Et ça, on lira ça la prochaine fois parce qu'on est dans les temps là. La prochaine fois, on parlera de la vie de couple et du travail invisible des femmes de footballeurs. Mais là, du coup, on a eu tout sur l'alimentation, est-ce qu'ils en avaient quelque chose à foutre ou pas. Alors, globalement, et le sommeil, globalement, ils font attention, mais ils font pas attention à tout, sinon ils auraient plus de vie et ils auraient envie de mourir. Leur santé mentale en pâtirait beaucoup trop et ils préfèrent sauver leur santé mentale que d'être performants H24, quoi.
Ah, ça, c'est frustrant. En même temps, il est bientôt 23h, les gens s'endorment. Moi-même, je sens que je vais pas tenir encore 2 heures de lecture. Mais du coup, la prochaine fois, on va lire... Alors, voilà. Je vous lis les titres de ce qu'on va lire la prochaine fois. On va lire « Si t'es célibataire, tu fais 2 fois plus de conneries. » Être installé et en couple. Et les femmes sont pour beaucoup dans la réussite d'un joueur. Vous voyez? Voilà, on va lire ça ensemble. Donc ça sera au prochain live lecture de sciences sociales. Mais jeudi prochain, je ne suis pas à Lyon. Donc n'hésitez pas à follow les réseaux sociaux et follow la chaîne pour avoir les alertes. Et savoir quand sera le prochain live lecture de sciences sociales. Et puis faudra que je cale une séance visionnage de documentaire aussi. Ouais, cette nuit, petite power nap cette nuit. Hein. Exactement. J'espère que ça vous a plu sur la bouffe déjà. Moi, je trouve ça hyper intéressant comment est-ce que les coachs essayent de contrôler la vie des footballeurs sans vraiment la contrôler directement parce que le jeu est un peu flou, quoi. Tu leur donnes des incitatifs, tu surveilles un peu, mais tu peux pas non plus être chez eux comme ça, là, avec la caméra à vérifier. Enfin bon. Puis de toute façon, ça serait pas simple parce que tu te mettrais tes joueurs à dos, il faut que tu aies un rapport de confiance. Enfin voilà, c'est compliqué, quoi. Salut Tov Mickaël. Non, je ne donne plus de cours à la fac. À l'époque de Jordan, un mec comme Dennis Rodman avait besoin de dégoupiller et d'aller à Vegas et gagner plusieurs titres de champion. J'ai absolument rien compris, mais vous êtes en train de parler entre vous, c'est ça? Je comprends rien. Dégoupiller. Oui, vous êtes en train de parler entre vous, mais vous n'avez pas mentionné vos pseudos. Oh, faites pas ça, mentionnez-vous, comme ça on comprend. Parce que moi j'étais là genre, mais j'ai lu un truc sur Jordan il y a un moment là déjà. Pouloulou. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit stream nocturne vous aura plu, que ça vous a suffi. Pourquoi c'est pas indiscret? Mais gros, c'est payé en dessous du SMIC horaire. Au bout d'un moment, quand tu peux faire autre chose de ta vie, tu te casses. Hein. Merci à Eratos pour les 19 mois de soutien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Le meilleur chiffre à Eratos, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, ces petites lectures nocturnes. C'était exceptionnel que ça soit à 21h. On va reprendre le créneau de 17h, 18h évidemment, dès que possible. C'est-à-dire dès que je retourne à Lyon de manière un peu plus stable et que j'ai pas 1 milliard de réunions qui s'enchaînent. Et voilà quoi. Il y a des clubs qui annoncent des blessures, souvent au dos, et les mecs en vrai partent en cure de désintox. Ah bah oui. Oui, ils dissimulent les vraies raisons. En même temps, il faut mieux avoir une blessure qu'un problème d'addiction, parce que c'est plus compliqué à gérer. Voilà, du coup, prochain live lecture de sciences sociales, toujours sur le foot. On parlera de l'invisibilisation du travail des femmes de footballeurs, qui sont souvent femmes au foyer, qui doivent gérer les enfants aussi. Donc bref, on parlera de tout ça, de l'hétéronormativité, de comment est-ce qu'on leur demande, on promouvoit dans les clubs de foot un mode de vie, un modèle familial traditionnel, conservateur. Donc on parlera de tout ça. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain stream la semaine prochaine seulement. Par contre, demain, je serai chez Osmosis Coop pour l'enregistrement du podcast Among Meuf où je vais tenir une petite chronique. D'ailleurs, je vais vous envoyer chez Osmosis parce qu'ils sont en live. Demain, à 19h30, je serai là-bas pour faire une petite chronique sur le Frame Festival. Du coup, je serai en stream chez eux. Mais sinon, voilà. Moi, sur ma chaîne perso, en tout cas, on se retrouve que la semaine prochaine. Donc, n'hésitez vraiment pas à follow la chaîne pour avoir les alertes. N'hésitez vraiment pas à suivre les réseaux sociaux pour connaître les plannings quand ils seront publiés. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous pour le prochain live seulement la semaine prochaine. Il y aura de très grosses alertes sur ma chaîne. Je pense que je vais revenir lundi matin pour vous faire les alertes, les infos, vous donner les infos. Je sais plus parler, ça, je fatigue vraiment. Du coup, oui, demain, lundi matin, je pense que je vais lancer un stream pour vous donner, faire un peu toutes les annonces de ce qui va se passer la semaine prochaine et débriefer du planning de la semaine. Mais en gros, la semaine prochaine, je me retrouve à faire Paris, Lyon, Paris, Angoulême, Lyon, Avignon. Donc autant vous dire que je vais pas être beaucoup là en live, mais en tout cas on se retrouve le lundi matin pour discuter de tout ça. Et il y aura de toute façon un live en direct d'Angoulême, donc voilà, vous aurez un petit peu tous les bails. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux pour savoir de quoi je parle quand il y aura l'annonce officielle. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous bien lundi matin. À lundi matin pour avoir toutes les annonces et tous les vrais bails, mais il va y avoir un truc de ouf à Angoulême. Des bisous. Au revoir les gens. Au revoir. Au revoir, je disparais. Et donc je verrai de la chaîne Osmosis Coop. Là il y a Marwan qui est sur la chaîne, mais demain ça sera Queen Apple.
Donc voilà, c'est un couple, hein. C'est pas le travail invisible des femmes, c'est un couple. Et donc du coup, moi je serai avec sa meuf demain en stream. Donc je vous envoie là-bas, comme ça vous allez pouvoir follow si vous avez envie de voir demain, me voir parler du Friend Festival, qui est un festival de vidéastes web qui se déroule à Avignon justement. Des bisous.